Donc bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Luc Berry, qui a été donc reconduit dans ses fonctions à la tête de l'UNSA au congrès qui s'est tenu à Montpellier il y a pas très longtemps. Voilà, donc j'ai pu comparer à la suite pro, j'ai trouvé quand même une évolution très sensible de la participation, du monde, de l'organisation, etc. Donc je crois que ce sera intéressant que Luc nous explique un peu le parcours qui a été accompli, et surtout les axes principaux vers lesquels ce parti politique. Non, mais pour l'instant, il fait tellement de bruit que c'est mieux. Quand il arrive tout de suite. Bon, c'est important que tu fasses pour lui. Donc je disais, c'est important parti politique, comme nous a dit M. Sorel, maire de Montpellier, en ouverture du combat de l'UNSA, qui expliquera les rapports syndicats et partis. En attendant que les micros marchent, je vous signalez quand même que Luc est quelqu'un d'assez facétieux. Je ne vois pas toujours avec coup d'œil, mais il faut le savoir. Il s'est quand même permis à plusieurs reprises pendant son congrès en exposé général de parler du projet qui avait eu cours au rapprochement UNSA-CFDT sans que les congressistes ne bronchent. Je crois que c'était un pari du 1er avril. Voilà. Ce qui montre que cette organisation est très grande. Ce noble cours va réagir. Voilà, c'était moi. Ce qui montre qu'il y avait une grande sérénité dans ce congrès. Bon, trêve de facétie, vous avez dans vos petits dossiers les prochaines dates de nos réunions. Donc nous avons dans la même configuration le 5 juin Philippe Martinez pour la CGT. Nous avons le 5 juin. Le 9 juin, nous avons la réunion quasi mensuelle du cycle d'Europe et Société qui portera sur l'intervention de la Cour de justice dans le dialogue social européen. Nous aurons le 2 juillet Jean-Claude Bailly, qui a été renouvelé lui aussi au congrès des forces ouvrières de début d'année. Nous avons un rendez-vous qui n'est pas encore calé avec François Asselin, qui est maintenant à la tête de la CGPME depuis le début d'année lui aussi. Et nous aurons le 1er octobre prochain les 3e assises du dialogue social dans la fonction publique. Voilà un peu le programme de réunion publique devant nous. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça comme ça? Oui, ça ne résonne plus. C'est bon? Donc, Luc, tu as un instrument qui fonctionne. Merci à toi. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être quelques mots d'introduction à nos échanges. Jean-Paul a évoqué le congrès de l'UNSA qui s'est tenu fin mars, début avril, donc c'est tout récent. Il a évoqué ma facétie naturelle, qui ne s'affiche pas nécessairement sur mon visage. Je vais être moins facétieux en évoquant d'abord très vite devant vous ce qui nous soucie tous, c'est-à dire quand même la complexité de la situation économique et sociale dans laquelle nous vivons, complexité quand même traversée par un petit rayon de soleil, on n'a pas tant que ça, qui est la bonne nouvelle des plus 0,6% de croissance au premier trimestre 2015. Ne gâchons pas quand même la bonne nouvelle que ça peut nous apporter, même si quand on est lucide, on la regarde en constatant qu'elle est essentiellement alimentée, pour ce qu'on en comprend en tout cas, par des facteurs qui sont des facteurs largement extérieurs. La faiblesse des taux d'intérêt, la réévaluation de l'euro, évidemment la question des cours du pétrole, des éléments qui sont conjoncturels, mais qui devraient quand même durer, mais qu'il va y avoir des variations. On constate aussi on voit bien que cette situation reste une situation extrêmement convalescente, même si c'est une bonne nouvelle, avec des secteurs qui sont toujours en grande difficulté, situation très préoccupante au niveau en particulier de la construction, et puis situation très préoccupante concernant l'investissement des entreprises,
surtout, et là c'est le syndicaliste plus particulièrement qui s'exprime, aucune traduction au niveau de l'emploi, puisque ce cycle infernal dans lequel nous sommes entrés depuis maintenant plusieurs années, c'est-à-dire le cycle de développement du chômage, n'est toujours pas interrompu. La fameuse inversion de la courbe, on nous appelle le dire aujourd'hui. Moi je dis l'inversion de la courbe concernant le rapport création, destruction d'emplois, se fait toujours attendre. Alors la question est évidemment pour tout le monde, pour tous les acteurs sociaux, le fait de savoir si cette tendance bonne, qu'on vient de constater ici, va se confirmer ou pas sur les mois qui arrivent, et puis surtout sur, pour nous, comment faire en sorte qu'elle se traduise sur la question des questions, c'est-à-dire sur l'emploi. Je pense que, sauf s'ils existent, et je ne les ai pas remarqués, en ce qui nous concerne à l'UNSA, évidemment, nous ne voyons pas de réponse automatique à ces questions très difficiles, si ce n'est qu'elles relèvent avant tout pour nous de la mobilisation des acteurs de l'emploi, mobilisation qui devrait être coordonnée, concertée autour d'objectifs communs. Ça pose évidemment la question des outils, dont pour nous, UNSA, qui en avons soutenu le principe au niveau de sa démarche, donc celui du pacte de responsabilité, qui pour le coup porte, nous semble-t-il, particulièrement bien son nom, puisque au fond, face à cette situation, tous les acteurs sont en responsabilité, et l'attitude que chacune et chacun adoptera est évidemment déterminante. Sur le plan de la responsabilité des organisations syndicales, ce qui vient une responsabilité particulière des organisations syndicales, je crois que ça pose évidemment la question des analyses différentes qui sont portées, des positionnements différents qui sont portés par les organisations syndicales. Ça pose la question des analyses qu'elles font, des stratégies qu'elles portent, ce qui illustre d'ailleurs plus généralement l'état du syndicalisme français. Je crois que vous êtes toutes et tous des observateurs et des acteurs attentifs. Il n'a échappé à personne que, en particulier, il y a quand même sans doute un moment, qui est un moment important, depuis l'ANI qui a donné naissance ensuite à la loi de sécurisation de l'emploi, les divergences d'analyse qui sont manifestées à cette occasion ont accentué les clivages. Alors, accentuer de mon point de vue les clivages sur de vrais sujets, enfin, qu'il y a du pluralisme syndical, donc du pluralisme d'analyse et de conception, ce qui en démocratie est légitime. Mais notre analyse à nous à l'UNSA, c'est que, au-delà de ces divergences d'analyse, je les pense, moi, surjouées, suraccentuées. Bien au-delà de ce qui devrait être un débat normal. Est-ce qu'on pense qu'on peut davantage gagner par la voie de la négociation ou pas? Est-ce qu'on peut davantage gagner par la voie de la négociation et à quel niveau? Tous ces sujets qui sont des sujets véritables, concrets, qui ne se posent pas pour l'organisation syndicale, bien sûr. Donc qu'il y ait autour de ça des réponses différentes, qui soient portées par un syndicaliste qui a aussi un ancrage, qui a une histoire, qui a des sensibilités, j'allais dire rien de plus normal en France, mais entre des divergences d'analyse et une radicalisation de ces divergences, il y aurait pu avoir effectivement une maille qui n'a pas été trouvée. Et le résultat des courses quand même, c'est qu'on a un syndicaliste qui est sans doute depuis cette période extrêmement divisé, et on le voit régulièrement désormais sur tous les sujets où, alors vous m'excuserez d'être un peu schématique, enfin grosso modo on voit à peu près deux camps qui se sont constitués. Ces deux camps qui se sont constitués recoupent après tout alors le clivage que tout le monde avait un peu repéré. Je vais aller très vite en disant réformistes protestataires, certains trouveront d'autres qualifications. Bon, ça c'est pour faire simple. Mais on voit bien qu'autour de ces questions-là, en tout cas, on n'arrive pas à sortir, en tout cas pour le moment, de cette situation qui, de mon point de vue en tout cas, affecte considérablement ce qui me soucie, de mon côté, de mon point de vue syndicaliste, c'est la question de la défense des intérêts des salariés. Et
on l'a vu sur tous les sujets. Si je prends les sujets d'actualité, un sujet qui est toujours d'actualité, puisqu'on n'en est toujours pas arrivé au bout, la fameuse loi dite Macron, projet de loi, c'est toujours pas une loi. Bon, on a vu comment on avait un certain nombre d'analyses à mon porte-pièce. Si on essaie d'avoir un peu d'objectivité, moi je suis un acteur engagé, donc j'ai une forte subjectivité. Ça ne nous empêche pas quand même de regarder, pour celles et ceux qui se sont penchés sur cette loi, sans être spécialiste de tout. D'ailleurs, qui pourrait être spécialiste de tous les sujets portés par la loi Macron? Son caractère extrêmement hétéroclite interdit de porter y compris un jugement global sur cette loi Macron. Dire rejet de la loi Macron comme approbation de la loi Macron n'a pas beaucoup de sens. Et d'ailleurs, toutes celles et tous ceux qui l'ont regardé, quels que soient leurs intérêts et leurs analyses, dès lors qu'ils ont une analyse un peu objective, je demande peut-être beaucoup, sont bien dans l'incapacité de dire tout est mauvais ou tout est bon. La vie est un peu plus nuancée, la loi est un peu plus nuancée, nous avons, nous, encore comme ça, fait un jugement critique sur cette loi d'ailleurs. Bon. On n'a pas demandé le retrait d'une loi à partir du moment où, dans un certain nombre de sujets, nous avions des oppositions, nous avons essayé d'obtenir des améliorations d'ailleurs sur ces points-là, et puis sur d'autres sujets, nous avions une partie de nos mandats qu'on retrouvait. Je pense à la question, par exemple, de la justice prud'homale, où ça était une des rares organisations à s'exprimer assez clairement sur ce sujet-là. Il faut dire qu'il y a un fort lobby peut-être des élus prud'homaux dans toutes les organisations syndicales. Et il nous semble, nous, qu'une série d'éléments, par exemple, sur cette évolution de la justice prud'homale, sont des éléments que nous jugeons positifs au regard des mandats que nous avons depuis longtemps, et évidemment à ce sujet. Alors, ça peut se discuter, mais je prends cet exemple-là pour montrer comment, face à la complexité de ces situations économiques et sociales que nous vivons, ces espèces d'analyse d'éléments allant porte-pièce ne sont pas de nature, de notre point de vue, à aider à la résolution des problèmes. Et encore moins si on y ajoute une autre complexité de la situation, qui est la situation politique. Sauf à vivre dans un autre monde, il semble bien que toutes les échéances électorales, et la dernière en particulier, qui n'est pas rien, une élection départementale, c'est une élection qui se gagne sur une implantation, sur une capacité à présenter des listes. Il semble bien, si mes regards sont justes, que le Front National a bien été, à lui seul, le premier parti de France, à lui seul, hein, c'est-à-dire, je ne parle pas de politique d'alliance. Hors politique d'alliance, à lui seul, le Front National est sorti comme le premier parti de France, même si son ambition est peut-être pas tout à fait atteinte, même si la traduction électorale en termes d'élus complètement arrachés, mais c'est la nature du scrutin, n'a pas été à la hauteur de ses attentes, il n'empêche que nous avons sous les yeux confirmation, personne ne l'a découvert, d'éléments de fond que nous constatons, nous, autrement en tant que syndicalistes, vous constatez sans doute vous aussi, pour qui se promène un peu en France, pour qui rencontre des salariés, pour qui se promène dans des entreprises, dans des services publics, pour qui discute un peu avec ses concitoyens, des fois qu'on n'aurait pas bien compris quand même, il y a comme une poussée populiste d'extrême droite en l'occurrence, c'est elle qui, sur ce plan-là, canalise, rafle cette mise, avec quand même une nouveauté en France, c'est pas tant la poussée populiste, on en a connu dans d'autres circonstances, mais c'est surtout le fait que le Front National postule ouvertement à l'exercice du pouvoir. Et de fait, est à lui seul, hors toute politique d'alliance, la question étant de savoir si on en trouvera d'ailleurs ou pas, le premier parti en tout cas qui sort de ces élections au terme de ces résultats électoraux à lui seul. Je dis ça parce que le rôle du syndicaliste n'est pas particulièrement d'arbitrer entre des orientations politiques. Le syndicalisme est divers. À l'UNSA, comme plusieurs organisations syndicales d'ailleurs, on ne commence pas par demander aux gens quelles sont leurs opinions politiques, comment ils votent, etc. C'est pas comme ça que les choses se passent. Hein. Une organisation syndicale a vocation à rassembler largement. Je pense qu'à l'UNSA, comme dans toutes les organisations, pour ce que j'en sais, quand je rencontre, et que les gens expriment un peu leur engagement citoyen, il y a un peu de tout sur la palette politique. Chacun est libre de ses choix. La seule nuance étant, je sais que c'est un débat,
que nous continuons, nous, à penser, et nous sommes nombreux à le faire, y compris dans le monde syndical, que la caractéristique quand même de ce parti n'en fait pas un parti comme les autres, et que quand on a décortiqué son programme, je parle de son programme, je ne parle pas de ses relations familiales, quoique, je ne parle pas de l'écume des choses, je parle du programme actuel du Front National. Nous avons un parti qui prône la discrimination, le repli national, la sortie de l'Europe. Et de ce point de vue, c'est notre analyse, je l'ai développée à mon congrès, c'est un parti qui n'est pas un parti républicain, même s'il existe dans le cadre démocratique républicain, mais le projet qu'il porte n'est pas de cette nature. Et ce qui m'inquiète derrière cette question-là, bien évidemment, c'est que fragiliser le cadre démocratique républicain, si je me situe strictement sur le plan du syndicalisme, il n'y a pas de syndicalisme au cadre démocratique, d'une part, et puis d'autre part, ça nous ouvre des perspectives face aux situations que nous avons à régler, ce sont des perspectives extrêmement inquiétantes, et attention à la marge qu'on franchit à un moment donné. Pour le moment, nous n'en sommes qu'à des mots, mais à un moment donné, les mots, on passe aux actes, et une société d'opposition, de clivage, de discrimination, c'est son programme, et une société, effectivement, qui nous inquiète considérablement, et tous les faux pas que nous pouvons commettre, le nous s'adressant aux organismes institutionnalisés ou institutionnels, je vais mettre les organisations syndicales dans le lot, qui font partie du système de représentation. Dans une crise du système de représentation, une crise démocratique du système de représentation, qui affecte toutes les formes politiques, associatives aussi, syndicales, l'incapacité à aborder les questions, à tenter de les résoudre, à obtenir des résultats, à trouver des voies concrètes, sont autant d'éléments qui alimentent cette poussée extrémiste. Et là, je pense que c'est pour ça que je parlais de responsabilité. Nous ne sommes pas simplement à résoudre des problèmes de stratégie d'entreprise, etc., etc. Enfin, tout ce qui est fait autour de ces questions-là contribue en même temps à solidifier ou encore fragiliser l'édifice démocratique dans une situation qui n'est pas proprement parlée française, mais qui est une situation européenne, puisque ces poussées que j'évoque, je le constate avec mes camarades que je fréquente à la Fédération européenne des syndicats, est évidemment un phénomène qui n'est pas un phénomène simplement français, mais qui est un phénomène qu'on retrouve aussi au niveau européen. Je vous parlais de ça parce que c'est une vraie préoccupation. C'est une vraie préoccupation dont je pense, moi, qu'il faut avoir l'honnêteté de dire qu'elle frappe à la porte de tout le monde. Elle est présente dans les organisations syndicales, y compris à l'UNSA. Il y a des gens qui doivent voter Front National, sans doute, dans notre organisation, mais il y en a dans toutes les organisations. C'est un critère de normalité, si j'ose dire. Voilà. Il faut donc savoir effectivement ce qu'on fait, d'abord sur ce plan-là, et puis savoir ce qu'on fait aussi pour contrer les arguments simplistes qui sont portés aujourd'hui et qui, non seulement contrediraient les réponses démocratiques, mais de notre point de vue en tout cas, entraînerait sur le plan du social et de l'économique sur des impasses graves, par ailleurs, vu les impacts que ça aurait sur la société. Dernier sujet que je voudrais aborder, c'est sur cette question de l'état du syndicalisme français. J'ai parlé de ce qu'on connaît tous, c'est-à-dire son extrême dispersion. Je pourrais étendre d'ailleurs ma remarque à l'ensemble des partenaires sociaux, parce que il n'y a pas que le syndicalisme dans les partenaires sociaux, il y a aussi les organisations patronales. Et quand on regarde aujourd'hui, on voit aussi que les organisations patronales elles-mêmes sont largement divisées, interrogées, mènent des débats en interne, sont traversées par les poussées populistes que j'évoquais d'ailleurs. Alors, toutes les organisations patronales, du point de vue de leur direction, sont solidement ancrées dans des principes démocratiques républicains. On peut s'en réjouir, c'est une bonne nouvelle. Cela dit, ça n'empêche pas que tout le monde doit y faire face. Tout le monde doit y faire face. Il y a une composante traditionnelle en France, poujadiste, qui a existé historiquement et dont on sent qu'elle existe encore aujourd'hui sous des expressions diverses, une fraction du patronat,
Bon. Donc tous ces sujets-là existent dans toutes les organisations. Mais si je reviens sur le paysage syndical français, c'est vrai que c'est assez frappant de voir comment, on a vu il y a eu un sondage qui a été publié par le Figaro il y a quelques début mai, là, hein, c'est sorti pour le 1er mai, on est bien, voilà, qui disait des choses sur la vision, l'image qu'un certain nombre de salariés, de nos concitoyens, ont du syndicalisme. D'ailleurs, ce sondage n'était pas si catastrophique que ça au demeurant quand même, parce que quand on regardait, il y avait quand même une place qui correspond d'ailleurs à la place du syndicalisme français, qui est considéré comme un acteur juste titre. Mais les doutes sur son efficacité, les doutes sur sa capacité à assumer ce mandat pour faire avancer la situation face aux problèmes concrets qui sont rencontrés aujourd'hui, ce doute est extrêmement fort. Et même si le syndicalisme est pluriel en France, donc quand on dit les syndicats, le syndicalisme, en fait il faudrait parler d'options qui ne sont pas toujours identiques, mais la perception globale, l'image est une image globale, hein, ce qui veut dire que tout jugement négatif porté à un moment donné sur une des organisations rejaillit sur l'ensemble, et c'est la même chose d'ailleurs du côté patronal comme du côté politique, où vous avez une espèce de rejet institutionnel très fort que j'évoquais tout à l'heure. Notre approche à l'UNSA n'a pas changé par rapport à ça. Vous savez que nous sommes totalement ancrés, notre congrès l'a confirmé, hein, sur une conception, c'est-à-dire que nous pensons que les relations sociales doivent être régulées d'abord par le dialogue social, par le contrat, quand il est possible, bien évidemment, par la négociation, ce qui n'exclut pas le conflit quand il est nécessaire, mais dans l'ordre, c'est à l'appui de la négociation que doit venir le conflit, d'ailleurs, pour essayer de trouver des issues, de construire des solutions. Ça, c'est notre option de toujours, c'est autour de ce principe-là qu'on s'est créé et que nous maintenons. Et évidemment, la question de la capacité des partenaires sociaux à tenir cette ligne est une question décisive. Et en écho à ce que j'évoquais sur cette situation de dispersion qui traverse tout le monde d'ailleurs, il y a eu cet épisode terrible quand même, que je trouve moins terrible, des échecs des négociations sur le dialogue social en entreprise, échecs patents, hein, j'évoque les discussions qui se sont clos fin décembre, début janvier, qui se sont clos par un constat d'échec, justement. Nous sommes aujourd'hui confrontés à la loi dite Rebsamen, j'ai pas dit Rebsamen. Bon, le gouvernement reprend les rênes, puisque les partenaires sociaux, sur ce qui les concerne en premier chef, quand même, ont été infichus de se mettre d'accord. Ça ne plaide pas pour redorer leur blason, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on analyse un peu plus, il y a des raisons pour cela. Tout le monde n'avait pas la même optique en rentrant dans ces négociations. Un certain nombre de partenaires y rentraient pour les faire échouer, par exemple. Dans le camp syndical, comme dans le camp patronal, donc eux sont sans doute satisfaits, moins quand ils voient ces éléments de la loi d'ailleurs, mais à un moment donné, si on veut éviter que sur le terrain social, le politique légifère hors de la vie de celles et ceux qui sont les acteurs concrets du dialogue social en entreprise, évidemment, il faut pouvoir assumer ses responsabilités. Donc cet élément de faiblesse est considérable, cela étant, bon, c'est un constat, moi j'en déduis que, vous m'excuserez de ce simplisme, que il faut plutôt renforcer, à l'intérieur du syndicalisme, le camp de celles et ceux, c'est ce qu'on essaie de faire avec ça, qui cherchent à essayer de trouver ces solutions, à faire en sorte que le syndicalisme ne soit pas simplement vécu dans sa version extrêmement négative. Nous avions mis notre congrès sous l'égide d'un slogan, vous savez, c'est ce qu'on fait en général en communication. Donc nous nous sommes commandés à nous-mêmes un propre slogan, c'est comme ça que ça se passe à l'UNSA. Et notre slogan, c'est le syndicalisme en positif. Parce que nous pensons qu'il faut casser cette image du syndicalisme
comme étant une espèce d'éternel empêcheur d'avancer, d'éternel empêcheur de tourner en rond, hein, qui a ce côté extrêmement négatif qui pèse sur les salariés eux-mêmes. Et je pense que dans la crise de représentation syndicale, il faut regarder quand même ce regard, cette appréhension que les salariés ont du syndicalisme, appréhension qui n'est pas univoque, hein, il y a plusieurs options là-dessus, mais qu'il faut traiter cette question-là, cesser de regarder ailleurs, affronter cette question de l'efficacité syndicale, parce que c'est autour de ça que se jouera d'ailleurs l'avenir du syndicalisme, sur cette relation que le syndicalisme a avec les salariés, et s'il faut ressourcer le syndicalisme, s'il faut le réoxygéner, c'est autour de cette relation que les choses se dérouleront. Voilà. Alors je termine juste en vous disant un mot sur nous, parce que vous êtes là pour ça, entre autres, puisqu'on sort d'un congrès. Bon, assez modestement, je dirais que ce congrès est extrêmement positif. Une voie objective qui l'a souligné. Voilà, 1200 délégués, il était positif. Un congrès traduit toujours la réalité d'une organisation, à un moment donné, de façon plus ou moins déformée. Nationale, c'est ce qui arrive en haut. Selon les organisations, les filtres sont plus ou moins importants. Bon, enfin, à un moment donné, ça traduit quelque chose. Voilà. Et ça en dit assez long, je pense, sur l'état d'une organisation. Nous avions 1200 délégués à notre congrès. Ça n'a pas été beaucoup vu, beaucoup dit. Pour la première fois, dans l'histoire récente de l'UNSA, l'UNSA a 23 ans, hein, donc c'est très très jeune à l'échelle de l'histoire syndicale, pour la première fois à ce congrès, il y avait une majorité de délégués qui étaient des délégués qui appartenaient au secteur privé ou qui étaient régis par le Code du travail, bien qu'appartenant des entreprises publiques. 52%, je crois, de nos délégués étaient régis par le Code du travail. Voilà. Plus de 40% étaient des salariés de droit privé, point. Et il devait y avoir une dizaine de pourcents qui venaient d'entreprises publiques. Vous savez que l'UNSA est bien implanté un certain nombre d'entreprises publiques, qui sont des salariés, je le rappelle, qui ne sont pas des fonctionnaires, mais ça vous le savez, qui sont régis par le Code du travail, mais qui sont dans des entreprises à statut, SNCF, RATP, etc. etc. Ce congrès a traduit une réalité qui est la nôtre, hein, très modeste, c'est-à-dire que depuis la loi de 2008 qui nous ouvre la possibilité de nous présenter tout simplement au vote des salariés dans les entreprises. Depuis cette loi, l'UNSA s'est considérablement développée à son échelle, voilà, ça s'est vu dans ce congrès. Hein. Nous nous développons beaucoup à notre échelle dans le secteur privé, puisque nous étions tenus à l'écart quand même. Historiquement, nous ne sommes pas nés dans le secteur privé, il y a 23 ans, mais en plus, avant la loi de 2008, la législation et le fameux arrêté de 66 faisaient qu'on signifiait qu'il était hors de question, que, bien évidemment, nous puissions nous y implanter sérieusement. Tout ça s'est réglé beaucoup dans les tribunaux. Je rappelle plus de 1400 procès en représentativité en 2008. Mais nous sommes au pays de la démocratie, donc la justice est évidemment un organe de cet élément démocratique. Depuis août 2008, nous développons cette fois-ci dans des conditions d'égalité, entre guillemets, plus importantes. Bon. L'UNSA aujourd'hui vient de passer un premier cap en termes de représentativité. Alors il y a eu le cap de la première mesure, loi de 2008, hein, mesurée en mars 2013, vous vous en souvenez, hein, sur la base du premier cycle électoral, qui s'est clos le 31 décembre 2012. Voilà, 4,28%, c'était le score de l'UNSA. 4,28% réalisé donc sur 2008-2012, pour une organisation qui ne peut se développer que depuis 2008. Voilà. Ces 4,28% sont réalisés, vous m'excuserez, c'est la palissade, là où il y avait des listes UNSA. Voilà. Donc, il y a des listes UNSA, il y a des voix UNSA, et là où il n'y a pas de liste UNSA, le score d'UNSA c'est 0, c'est logique. Voilà. Vous me direz, c'est valable pour toutes les autres organisations syndicales. Pas tout à fait, puisque la loi de 2008 a connu, on va en sortir, une phase transitoire, dans laquelle nous étions tous à égalité, mais certains étaient quand même plus égaux que d'autres. C'est-à-dire que pour nous ne pouvions nous présenter que là où il y avait des listes et des militants pour les porter, ou des militantes. Voilà. Bon.
Donc ces 4,28, on les réalise en étant présents à peu près dans une entreprise sur 5 où il y avait une offre syndicale. Voilà. Ce qui veut dire que dans 4/5e, c'est 0. Voilà. Mais dans un 5e, c'est en moyenne aux alentours de 15%. C'est-à-dire que là où nous sommes, visiblement, l'offre syndicale UNSA rencontre un certain écho, sous la réserve évidemment que celles et ceux qui portent cette offre syndicale soient les salariés d'entreprise, qui aient la confiance d'une fraction de leurs collègues de travail, bien sûr. Mais ce que je dis est valable pour toutes les organisations syndicales. Vous savez qu'en dehors des cycles, des personnes, ça joue énormément. Hein. Si quelqu'un est un peu un leader, qui a la confiance de ses collègues de travail, si c'est, je ne sais pas, Maryse qui a la confiance de ses collègues de travail et qui est le leader dans l'entreprise, si Maryse est à la CGT, on vote pour la CGT. Si Maryse est à l'UNSA, on vote pour l'UNSA. Si elle est à FO, on vote pour FO, ou la CFDT, etc. Mettez tous les cycles que vous voudrez. Ça joue considérablement, hein, bien évidemment. Alors, ça ne se fait pas indépendamment de la politique, c'est cher Maryse, je viens de faire la connaissance avec vous. J'en connais quelques-unes d'ailleurs, mais qui sont aussi parfois à l'UNSA. Évidemment, si elle fait n'importe quoi et qu'elle ne sait pas défendre les intérêts des salariés, ça va se voir. Et les salariés vont même s'en rendre compte, bien sûr. Mais j'insiste sur ces questions-là, y compris peut-être qu'il y a un appel à ce que le syndicalisme atterrisse un peu et intègre un peu plus ces données-là, parce que entre les débats, les crispations parfois très fortes qu'on voit souvent, c'est notre rôle de temps en temps au niveau des appareils nationaux, et la réalité de cette relation qui existe entre les salariés et les syndicats dans les entreprises sur les lieux de travail, il y a quand même quelques nuances. Donc on gagnerait sans doute à le travailler un peu plus collectivement. À mon avis, on serait peut-être un peu plus efficace. Donc 4,28%, voilà. Prochaine mesure, vous connaissez le rendez-vous, ce sera donc mars probablement 2017. Voilà. Donc sur la base du nouveau cycle électoral qui s'achèvera le 31 décembre 2016. Bon. Notre objectif à nous, nous l'avons affiché, c'est assez clair. Lorsque vous faites 4,28 dans un 5e des entreprises, c'est-à-dire en moyenne 15% là où vous êtes, c'est de faire au moins aussi bien là où vous êtes, voire un peu plus. Mais surtout, c'est de prendre pied dans ce 4/5e où votre score est 0 à chaque fois. Donc nous sommes, c'est autour de ça que nous nous mobilisons, c'est-à-dire que nous avons créé un certain nombre de sections syndicales dans les entreprises privées. Je pense de l'ordre de 2200 à 2300 sections syndicales ou syndicats d'entreprise depuis 2008. Je ne parle que dans le secteur privé, bien évidemment, dans le but, petit à petit, d'implanter l'UNSA, pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment, et je vais assumer ce que je vais vous dire, c'est assez étrange, enfin je vais le dire quand même, parce qu'on pense, ça ne marche quand il y a une place pour l'UNSA. En clair, quand vous avez une organisation syndicale, passez-moi l'expression, qui fait le boulot, qui est sur une orientation qui est à peu près du style de l'UNSA, il n'y a pas de place pour l'UNSA. Quand la CFDT est dans telle entreprise, quand la CFDC est dans telle autre, quand la CGT est dans telle autre, CGT n'est pas aussi uniforme qu'on voudrait bien le penser parfois, quand les gens font le boulot, etc., franchement, il n'y a pas de place pour d'autres organisations syndicales telles l'UNSA. Donc, on essaie, nous, de prendre en compte ces aspects-là. On ne développe pas l'UNSA pour le plaisir de développer l'UNSA, bien évidemment. Il faut que ça apporte quelque chose. Et d'ailleurs, de toute façon, on ne trouve pas preneur. Si les gens font le boulot, quel est l'intérêt de créer une Xème organisation syndicale? Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Alors, rendez-vous en 2017, on verra bien. Pour atteindre la représentativité nationale interprofessionnelle, ce qui est notre objectif, quand on est à 4,28, ça veut dire qu'il faut déjà au moins les garder. Puis surtout, c'est qu'il faut quasiment doubler. Donc en 4 ans, la marche est difficile. Ça fait une marche assez haute, d'autant que vous savez que ce n'est pas tout de s'implanter, il faut s'implanter au bon moment. Si vous vous implantez dans une entreprise 1 an après que les élections aient eu lieu, ça ne change rien. Si ce n'est que, c'est toujours 0. Sauf s'il y a de nouvelles élections qui ont lieu pendant le cycle électoral. Bon. Donc tous ces éléments-là comptent, on verra bien ce que ça donnera. Moi je pense que l'UNSA de toute façon soit va atteindre les 8%, soit va de toute façon progresser, on verra bien. Ça c'est ce que je peux dire au regard de notre implantation.
Ça se traduira, je l'espère, moi, par le fait qu'on atteindra les 8, ou, à défaut d'atteindre les 8, par le fait que, de toute façon, on verra cette progression, et qu'en termes de représentativité de branches, nous sommes représentatifs aujourd'hui d'une cinquantaine de branches professionnelles. Je pense qu'on verra une progression de l'implantation de l'UNSA à travers un certain nombre de représentativités que nous gagnerons dans une nouvelle branche professionnelle, ce qui traduit ce mouvement lent, difficile parfois, parce qu'il faut trouver des gens qui acceptent de militer dans les entreprises, c'est pas toujours facile, bon, qui aillent dans une organisation qui a forcément une aura, une notoriété très importante. C'est parfois une raison pour laquelle on y vient d'ailleurs, parce que quand je parlais de l'image, le sentiment d'une organisation qui essaie un peu de renouveler les choses, ça attire aussi parfois, c'est ce que je constate en tout cas. Voilà. Et puis il y a une échéance qu'on vient de passer en termes de représentativité. Parce que quand on parle de représentativité nationale interpro, il paraît qu'il y a des salariés de droit privé en France, mais il se trouve qu'il y a des gens qui travaillent quand même, qu'on appelle des fonctionnaires, qui sont des agents publics. Il y en a quand même quelques-uns, 5 millions. Il y a eu ces élections qui ont eu lieu en décembre 2014, c'est tout récent, et qui a confirmé que l'UNSA et le syndicat qu'elle propose rencontrent un certain écho. C'est plus facile pour nous parce que nous avions davantage d'implantation et plus ancienne dans ce secteur. Je vais faire simple parce que c'est assez simple à dire. Il y a une organisation à ces élections, il n'y en a pas deux, il y en a une qui a progressé en voix et en pourcentage dans la fonction publique et dans chacune des 3 branches de la fonction publique, des 3 versants de la fonction publique, territoriale, État, hospitalière, il n'y en a qu'une, c'est l'UNSA. Voilà. Bon. La progression globale sur l'ensemble de la fonction publique est de un peu plus de 1%. Alors c'est modeste. Enfin, sur l'électorat de 5 millions de personnes, c'est quand même potentiel, c'est quand même pas mal. Et si vous ramenez ces élections à ce qu'elles sont, c'est-à-dire des élections qui ont lieu le même jour, mais dans les 3 versants de la fonction publique, nous progressons dans chacun des 3 versants. Bon. Et nous progressons en pourcentage et en voix. Voilà. Donc, modestement, je me dis que s'il n'y avait pas de raison, cette progression, peut-être le fait du hasard, les gens se trompent, je ne sais trop quoi, nous sommes allés à ces élections dans un contexte un peu difficile au niveau de la fonction publique, contexte largement partagé de restrictions budgétaires. C'est difficile pour l'organisation réformiste, évidemment. Quand il y a le grain à moudre est rare, voire quand il y en a moins, c'est évidemment très compliqué de rentrer dans la négociation, de faire avancer les choses. Nous y sommes rentrés avec une vision de la fonction publique. Nous ne faisons pas partie de celles et ceux qui considèrent qu'il faut garder de façon idéale une fonction publique telle qu'elle est aujourd'hui. Nous pensons qu'il faut que la fonction publique évolue, qu'elle a du sens, pas par rapport aux fonctionnaires qui la servent, mais d'abord par rapport au public et aux citoyens, qu'elle est au service des citoyens. Nous avons un certain nombre de propositions, d'ailleurs, d'évolution de ces services publics. Donc, nous sommes une organisation qui porte un certain nombre de regards, d'analyses, qui essaie de les faire avancer par la négociation, etc., etc. Dans le contexte que j'évoquais, au niveau budgétaire, c'était difficile. Honnêtement, on s'était tous interrogés sur ce que ça allait donner. On s'est dit, ça va être dur. Bon. Et on s'est dit, il n'y a pas d'autre solution. Soit, la veille des élections, nous changeons d'analyse et d'orientation, et on dit, bon, finalement, les problèmes de la fonction publique se réduisent à des questions de moyens. Il ne faut rien changer de son organisation. Tout est question de moyens. Bon. Soit on assume ce qu'on est, et cette option que nous avons, nous la portons devant les salariés en expliquant pourquoi, et en pensant qu'y compris pour réclamer les moyens, et il en faut un certain nombre d'endroits où en garder, parce qu'on en manque un certain nombre d'endroits, c'est au nom d'un projet pour le public, pour l'intérêt général, pour le pays, pour ce à quoi sert la fonction publique, c'est au nom de ça qu'il faut le justifier devant l'opinion publique. Bon, on a pris ce pari. Le pari, visiblement, est assez gagné, puisque ça nous a apporté de la progression. Pas chez tous les fonctionnaires, c'est normal, mais je constate simplement que l'offre syndicale UNSA, lorsqu'on peut la porter, rencontre un certain écho. Et je termine en vous disant que une des caractéristiques de l'UNSA,
c'est dans le champ syndical, pas simplement son réformisme, il y a d'autres organisations qui se réclament du réformisme dans le champ syndical, nous ne sommes pas les seuls, c'est sans doute cette autonomie qui est, entre guillemets, notre marque de fabrique, bon, voilà, qui n'est pas un principe, qui n'est pas une valeur, hein, c'est pas une valeur l'autonomie, c'est un mode de fonctionnement. Bon, c'est un mode de fonctionnement qui est décidé de laisser de la place à celles et ceux qui sont les acteurs concrets dans l'entreprise sur les lieux de travail. Quand je dis laisser de la place, c'est-à-dire que sur les sujets qui les concernent, c'est elles et eux qui assument la représentation syndicale, parce qu'on pense que c'est elles et eux qui savent le mieux, en relation avec les salariés de leur entreprise, quels sont les problèmes de leur entreprise, comment les résoudre, avec l'appui, évidemment, c'est nécessaire, des instances interprofessionnelles. C'est autour, enfin, je pense que quand on interroge celles et ceux qui rejoignent l'UNSA, dans plus de 90% des situations, ils évoquent la question de l'autonomie comme leur première motivation. Avec une vision, alors une image, c'est parfois juste, c'est parfois faux. Hein. Enfin, quand c'est dans la tête des gens, quand ils le pensent, c'est comme ça, ils y adhèrent. Bon. Mais il n'y a pas d'image quand même qui tombe du ciel, et il arrive qu'il y ait quand même une certaine véracité dans les images. Elles sont un peu fondées quand même. Dans ce regard que nos concitoyens et les salariés portent sur le syndicalisme français, il y a aussi parfois la vision, quand je parlais de crise de représentation, d'appareils très forts qui sont un peu extérieurs aux salariés. Bon, c'est parfois injuste, c'est souvent faux d'ailleurs. Mais c'est souvent lié, dans l'image du syndicalisme français, aux structures confédérales extrêmement centralisées, très hiérarchisées parfois, très lourdes, et où on a le sentiment que les choses viennent d'en haut, et qu'on n'a pas beaucoup de place pour agir, etc. etc. C'est vrai, c'est faux. Dans l'histoire du syndicalisme français, ça renvoie à quelques vérités quand même. Bon. Et je pense que la bureaucratisation quand même du syndicalisme français pèse dans ses difficultés, et c'est notre histoire commune, donc il faut l'assumer. Et c'est un pari un peu inverse de essayer de faire à l'UNSA en choisissant un mode de fonctionnement qui respecte l'autonomie de nos composants. Voilà. Bon. Encore une fois, hein, je ne le présente pas moi comme étant le nec plus ultra, la valeur, c'est pas une valeur, hein, les valeurs que nous avons sont des valeurs démocratiques républicaines, bon, ça ce sont des valeurs, mais c'est un mode de fonctionnement démocratique qui n'est pas toujours simple à gérer, mais dont je constate en tout cas qu'il correspond véritablement à une aspiration, en tout cas d'une fraction des salariés, je pense au-delà d'une fraction de nos concitoyens. Voilà. Je le dis, et je passe mon temps à dire que c'est mon dernier mot, donc ce sera mon dernier. Je le dis parce que je voudrais qu'on y revienne sur ce sujet de la crise générale de représentation de notre système démocratique et de notre capacité, nous sur le plan social, c'est notre rôle au niveau des partenaires sociaux, à essayer de faire avancer les sujets, avancer les dossiers très concrètement. Il faut qu'on y réfléchisse. On ne peut participer, on ne peut dialoguer qu'au titre de celles et ceux qu'on représente. Il faut sans doute qu'on travaille collectivement cette question de la représentation du lien démocratique. Ce que je dis n'est pas valable que pour le syndicalisme, hein. Enfin, que les politiques se débrouillent avec, contentons-nous pour ce qui nous concerne, les questions du syndicalisme. Mais c'est un problème général, dont j'observe d'ailleurs qu'il n'est pas propre au syndicalisme. Et encore une fois, peut-être qu'on y reviendra si vous le souhaitez, il interroge aussi, y compris la partie patronale parmi les partenaires sociaux, la partie patronale qui rentre beaucoup en émoi en ce moment, depuis qu'elle va devoir être confrontée à la question de la représentativité, puisque la représentativité irréfragable a vécu pour les organisations syndicales de salariés, elle a désormais aussi vécu, elle vit ces derniers moments pour la représentation patronale, donc il y a des formes adaptées effectivement qui ont été découvrées. C'est peut-être ce qui explique aussi d'ailleurs les tensions qui existent dans les organisations patronales, en interne aux organisations patronales. Il s'agit aussi de maintenant, puisque la course est lancée, de ne pas se laisser distancer. Je le comprends, hein, il y a des intérêts d'organisation. Mais en dehors de ces questions-là, qui sont bien naturelles à traiter, j'espère, moi sincèrement, qu'on réussira enfin en France à accoucher d'un mode de gestion de relations sociales qui soit enfin mature, à la hauteur des évolutions démocratiques de notre société, et aussi à la hauteur des évolutions de notre économie, dans un cadre qui est désormais un cadre mondialisé, tout le monde l'a compris, un cadre qui a largement évolué, et c'est autour de ça, me semble-t-il, qu'on attend quand même le syndicalisme français, pour sa capacité, dans ces nouveaux contextes, à porter des solutions pour défendre les salariés
dans ces nouvelles circonstances. Voilà, excusez-moi, j'ai été un peu long, mais je le suis toujours. Voilà. Merci Luc. En général, c'est question de la salle vers l'intervenant, mais là, tu as fini en disant je vous pose une question, c'est comment on peut faire mieux. Alors, vous pouvez répondre soit en souvent des éléments, des contributions à la question de Luc, soit en posant la question à Luc. Je vous laisse le choix. Qui veut se devienne, Martin, vous vous présentez. Alors, François Devienne pour la CFTC. Moi, je voudrais. La question finale est très intéressante, mais ce n'est pas celle-là que je vais traiter. Je voudrais revenir sur la question de l'autonomie. Parce qu'effectivement, c'est votre marque de fabrique et vous équipes le mettent souvent en avant et ça correspond tout à fait à un besoin. On est bien d'accord. Maintenant, j'aurais tendance à vous demander de l'autonomie jusqu'où quand même, quelle est la limite que vous fixez à ça? Et étant donné que vous avez évidemment l'ambition de croître et d'atteindre, de devenir des interlocuteurs au niveau national, est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous allez avoir une difficulté avec cette notion d'autonomie lorsque vous aurez à parler au nom de l'ensemble de vos sections syndicales? Martin? Oui, bonjour, Martin Richer, j'anime le pôle social de Terre-Nova. Vous n'avez pas abordé le fond de la loi Rebsamen. Vous avez finalement davantage parlé de la loi Macron que de la loi Rebsamen en termes de contenu. Est-ce qu'on peut avoir quelques idées sur ce que vous pensez être comme allant dans le bon sens ou au contraire ce qui vous paraît menaçant, et notamment sur 4 points saillants qui sont dialogue social dans les TPE, donc les moins de 10, l'extension de la délégation unique du personnel, qui pourrait également englober le CHSCT, avec des différences entre les moins de 300 et les 300. Le troisième point majeur qui est les parcours syndicaux, et puis peut-être le quatrième point sur ce que vous pensez du regroupement qui est proposé à la fois pour les informations, consultations par thème et les négociations obligatoires. Merci. Christian? Oui, Christian Pellet, consultant. On va parler moi aussi une question sur les réformes, cette fois-ci sur une réforme à venir. On va reparler beaucoup, sans doute, à la rentrée des classes de la hiérarchie des normes. Donc, je voulais savoir, selon l'UNSA, quelles étaient les conditions préalables ou des contreparties à un renforcement de la place des accords d'entreprise. Je complète. Dans le cadre des réformes, donc les prochaines à venir, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur celle qui concerne les retraites, puisque je pense qu'elle est quand même assez importante au vu du nombre de personnes qui sont à partir à la retraite dans les prochaines années et qui auront une incidence certaine sur l'embauche des gens. On va déjà faire une première séquence. Question facile, réponse facile. Alors, je vais les prendre peut-être dans l'ordre chronologique, je crois deviennent. Bon, moi j'ai évoqué la question de l'autonomie, j'espère que vous l'avez perçu dans la façon dont je l'ai évoqué. C'est pas un outil magique, je ne sais pas trop quoi. C'est une tentative que nous faisons. L'UNSA est autour d'un pari, et l'UNSA aujourd'hui c'est une organisation de construction. Donc c'est une organisation imparfaite, enfin celles qui sont construites ne sont pas toujours parfaites, donc de ce côté-là je ne fais pas de complexe. Quand je dis qu'elle est imparfaite, c'est-à-dire que nous avançons aussi en marchant. Il y a un côté laboratoire dans l'UNSA, qui est d'ailleurs assez passionnant, de demeurant, qui donne quelques sueurs froides de temps en temps, mais qui est assez intéressant. Et la logique d'ailleurs, pour celles et ceux qui ont assisté à notre congrès, la forme classique comme tous les congrès, enfin à 1200 délégués quand même, c'est pas très évident, et à 1200 délégués, nous avons maintenu un principe d'une co-construction de notre résolution de congrès. Bon. C'est pas très simple à faire. Par contre, ça a donné une résolution, alors excusez-moi du chiffre, qui a dépassé les 99, je ne sais plus combien précisément, 99, quelque chose, pourcentage de pour. Alors, il y a deux lectures possibles. Ce
score stalinien, souvent présentant, dans ces cas-là, il faut faire attention à ne pas dépasser les 100%, c'est ça qui devient louche. Score stalinien, qui est la traduction du fait que tout est réglementé, qu'on n'a pas de liberté de parole, et qu'ensuite tout le monde lève le bras au moment où le secrétaire général, moi en l'occurrence, appuie sur le bouton. Bon, c'est une vision qui existe. Si celles et ceux qui l'ont assisté ont vu que le bouton fonctionnait mal, bon voilà. Ou alors, et c'est ce qui s'est véritablement passé, parce que c'est ce qu'on cherchait, à un moment donné, quand les gens participent, ils sanctionnent aussi leur propre travail, qui est un travail imparfait, hein, comme toujours, chacun fait ce qu'il peut, le débat démocratique, alors les idées géniales, tout le monde est génial, sauf qu'on ne l'est pas totalement, ce qui est parfois une petite faiblesse humaine qui peut nous arriver. Donc, j'évoque ça parce que je pense que sur la question de l'autonomie, moi je suis tout à fait conscient des difficultés que nous rencontrons. Je m'excuse pour celles et ceux qui vont me le réentendre dire, mais je fais souvent la comparaison parce que nous sommes une union. Et je fais la comparaison, moi, avec l'Union européenne, en rajoutant tout de suite qu'heureusement l'UNSA fonctionne mieux que l'Union européenne, mais nous sommes une union. C'est-à-dire que le type de fonctionnement que nous avons choisi est un fonctionnement qui fonctionne assez largement sur le principe de subsidiarité. Ce qui relève de l'entreprise, du lieu de travail, c'est la structure d'entreprise du lieu de travail qui, sur ce champ-là, est la plus à même de la traiter. Et tout ce qui concerne les gens sur leur milieu de travail, mais qui ne peuvent pas traiter toutes les questions interprofessionnelles, protection sociale, politique générale de l'emploi, construction européenne, directive européenne, etc., qui vous concernent dans une entreprise ou sur un lieu de travail, et qu'évidemment vous n'avez pas la possibilité, vous, de traiter seul dans l'entreprise. Sur ces questions-là, le principe de subsidiarité, c'est le relais interprofessionnel qui est souverain, pas pour traiter de façon géniale les choses simplement dans la pensée éclairée d'un dictateur, mais sur la base de mandats qui sont co-élaborés. Bon. Donc, ce principe-là, nous essayons de l'appliquer. Alors, moi, je suis en accord avec l'interrogation, c'est-à-dire que prenez des principes. Quand on n'est pas en situation de responsabilité, c'est assez confortable. Enfin, moi, très franchement, quand je regarde les négociations nationales interpro, j'ai évoqué l'échec malheureux du dialogue, de négo sur le dialogue social. Nous n'y étions pas. On a la position rêvée. On aurait pu dire, quelle bande de nuls. Si on avait été là, vous auriez vu ce que vous auriez vu. Car, grosso modo, calquer un comportement qui ressemble un peu aux oppositions politiques, vous savez, où quand on est dans l'opposition, on abat tout ce que font ses prédécesseurs, y compris quand soi-même lorsqu'il était, on l'avait fait d'ailleurs, mais bizarrement, on est frappé d'amnésie, etc., etc. Bon, chacun fait ce qu'il veut en stratégie. Je trouve que ça contribue à ruiner le crédit de la résolution des problèmes sociaux, ça contribue à anéantir la politique et à nourrir les extrêmes, ça c'est mon opinion, bon, voilà, et je trouve qu'en syndicalisme c'est la même chose. Bon. Donc moi je préfère assumer ces réalités-là, d'autant que ce que je constate, c'est que dans les organisations confédérées, toutes ont les mêmes, en dehors de leurs principes statutaires, toutes ont les mêmes finalement, le même type de choses à gérer que nous. Les sections syndicales, quelle que soit telle ou telle confédération, fonctionnent toutes le petit doigt sur la couture du pantalon, sauf celles qui ne le font pas, quoi. Bon, quand même, la réalité est quand même celle-là. Donc, nous, on a préféré affronter ça en l'inscrivant dans notre mode de fonctionnement. Et effectivement, il y a cet aspect d'expérimentation. Voilà. Alors, nous y sommes confrontés, parce que les branches où nous sommes représentatifs, là, nous siégeons en responsabilité. Et le but, c'est pas de construire une salle qui soit un énième commentateur, etc., etc. Le but, pour nous, la représentativité, c'est des acteurs concrets. Nous avons la prétention, modeste, de pouvoir peut-être amener un certain nombre de points dans les négociations auxquelles nous participerions. Le but pour nous, c'est de construire et d'aboutir. C'est pas pour le plaisir de faire représenter l'UNSA, et pour ma gloriole personnelle, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc, les limites, moi je pense qu'effectivement, ça fait partie des sujets qu'on a abordés à notre congrès de Pau. À le congrès de Pau, nous avons verrouillé les choses en termes de mandat. Quand je dis verrouiller les choses, c'est en termes de choix d'orientation, pour faire face à ces situations dans lesquelles nous allons être de plus en plus en responsabilité en tant qu'UNSA. Et la question qui nous sera posée sera très exactement celle que tu évoquais, c'est-à-dire, comme tous les autres,
nous ne sommes pas ni moins bons ni meilleurs que les autres. Donc, on va être confronté à des questions de stratégie, de choix à assumer. Il faut donc qu'on verrouille sur est-ce que l'UNSA, devenue représentative, de plus en plus représentative, conserve son projet ou pas, ou est-ce que, l'argent venant, parce que tout le monde a compris que, notamment pour toutes celles et tous ceux qui risquent de perdre leur représentativité, il y avait des choses à perdre. Et du coup, pour ceux qui gagneraient, il y avait des choses à gagner. Bon, à quoi doit-elle servir? C'est quand même un sujet. Est-ce qu'on renforce l'appareil? Pour faire quoi? Est-ce qu'on le laisse au service du développement du syndicat, c'est-à-dire dans les entreprises, sur les lieux de travail, en rappelant quand même que la caractéristique française, c'est qu'il y a plus de déserts syndicaux que de résistes quand même. Hein, voilà. Donc c'est tous ces sujets-là qu'on a essayé de régler par des choix d'orientation pour essayer de faire en sorte que cette autonomie conjuguée avec plus de responsabilités aboutisse à une UNSA qui ne dévie pas de ce pourquoi nous avons tenté de la constituer. Bon. Objectivement, quelle que soit l'organisation, c'est clair, l'implantation dans les TPE est extrêmement faible. Bon. Je parle, quand je dis implantation, évidemment, alors, je ne sais pas si les gens y pensent, mais l'implantation, on ne va pas créer une section syndicale chez la fleuriste qui a 3 salariés, hein, sauf être tombé sur la tête. Donc personne ne fait ça. Et heureusement. Voilà. Mais ça se limite au fait d'avoir éventuellement des adhérents qui sont des adhérents individuels. Mais le mode de fonctionnement de ces entreprises correspond de toute façon à une situation où on ne peut pas calquer sur les TPE des modes de fonctionnement qui sont ceux des grandes entreprises. Là où il y a peut-être une responsabilité du syndicalisme français, qui est liée à son histoire, c'est que le syndicalisme français, quand même, s'est largement développé autour d'un modèle dans lequel on était plutôt sur un modèle grandes entreprises. Et moi, je suis frappé d'ailleurs que, depuis que, dans la foulée de la loi de 2008, on s'est enfin penché sur le fait qu'il fallait trouver une forme d'expression pour les salariés de TPE. Bon. Et de ce point de vue, le scrutin qui a été organisé était le premier. Alors, certains ont mis en avant comment il y a de l'ordre de 10% de participation, c'est pas beaucoup, c'est vrai, je le concède. Enfin, par rapport à zéro, moi je suis plutôt... j'essaie de regarder quand même la progression, puisque avant, on se contrefoutait, forcément l'expression, les salariés de TPE, on s'en contrefoutait, largement dans l'organisation du pays. C'est comme ça que ça se passe. Et les organisations syndicales qui essayaient de s'y intéresser étaient en difficulté par rapport à ça. Un certain nombre d'entre elles, d'ailleurs, en négociant la loi de 2008, aboutit à cette logique où on allait enfin consulter les salariés de TPE. C'est une logique qui est positive, que nous, en tant que ça, on souhaitait, qu'on a donc soutenu, de l'extérieur, totalement, puisqu'on ne faisait pas partie de ces organisations-là, mais c'est effectivement une avancée. Alors, notre vision à nous, ça, c'est que l'idée que ces salariés de TPE, il faudrait leur trouver un mode de représentation qui, grosso modo, sous une forme ou une autre, calqué sur ce qui existe dans les grandes entreprises, nous paraît non valide. Alors, sympathique et généreuse, hein, je ne vais pas critiquer ça, bon. Mais cette espèce d'idée d'une espèce de super comité d'entreprise, quoi, hein, puisque les IRP, ça tourne toujours autour de ça, hein, dans notre conception française. C'est totalement inadapté à la réalité économique, humaine, d'organisation, tout simplement, des toutes petites entreprises. Donc, nous, on a plutôt soutenu cette idée qu'il fallait trouver peut-être une représentation régionale. Bon. On avait beaucoup regardé du côté de ce qui se faisait dans l'artisanat, puisque là, on avait un mode un peu expérimental qui nous permettait de voir un peu comment les choses pouvaient tourner, puisqu'on avait ce mode de représentation. On en voit les avantages, mais aussi le fait que si on embrasse, ça ne casse pas forcément des briques, hein, si on est honnête. Bon, voilà. Donc ne mythifions pas là-dessus, mais je trouve que c'est plutôt une avancée d'avoir un mode de représentation un peu plus organisé pour les salariés de TPE, et donc nous on soutient tout à fait cette initiative qui nous paraît une initiative positive, on l'a souhaité pour la loi Rebsamen. Sur la DUP élargie, bon, nous dans nos mandats, on portait cette idée qu'on pouvait élargir la DUP jusqu'à des entreprises de 300. Bon. Alors, pour une raison assez simple, hein, c'est notre objectif, comme toute organisation syndicale, c'est d'essayer de faire en sorte que les salariés soient le mieux représentés possible
et moi j'y rajoute un souci, qui est le souci de tout le monde, mais qui est notre souci en particulier à nous, dans un cadre d'efficacité. Parce que vous savez, dans la démocratie, il y a le formel et il y a le concret, quoi. Bon. On ne fait pas partie à l'UNSA de ceux qui négligent ce qui est inscrit sur le fronton des mairies, sur la loi, etc., etc. Mais on s'inquiète quand même du fait que les choses soient opérationnelles. Et moi, si je suis très satisfait d'un certain nombre de principes quand ils sont inscrits, je me soucie tout de suite, je suis un syndicaliste, c'est normal, mais comment est-ce que ces choses-là sont effectivement opérationnelles ou pas? Bon. Et ce qu'on constatait, pas que nous, quand même, dans les difficultés de représentation des salariés, dans ce type d'entreprise, comme dans celles qui sont en dessous des 50, bon, c'est qu'on avait un dispositif, enfin, c'est pas propre à l'UNSA, on ne fait quand même pas tellement la queue pour se présenter sur les listes syndicales. Bon, il arrive que nous ayons un problème où il faille trier, remercier les gens, leur dire non, écoute, on a 5 candidats présentés, on en a 30 qui font acte de candidature, sur 51 salariés, voilà. Bon. Mais nous, ça ne nous arrive pas à l'UNSA. J'ai la faiblesse de penser qu'il n'y a pas qu'à l'UNSA, ça se passe comme ça. Voilà. Bon. Donc, on voyait parfaitement, nous, les difficultés que nous avons objectivement, les organisations syndicales, hein, je ne peux pas parler à la place des autres, enfin, je les connais un peu aussi. Bon. Et plutôt que de faire comme si, on préférait assumer peut-être un mode d'organisation qui soit plus fonctionnel, y compris pour nous, organisations syndicales, dans une capacité à représenter les salariés. Voilà. Et comme la DUP existait, parce qu'on n'avait pas découverte, ce qu'on a constaté, c'est que ce n'était pas miraculeux, et que très franchement, ça pouvait, dans un certain nombre de situations, nous permettre d'aboutir à un dialogue social réel et efficace. Alors, après, mais ça on le sait, hein, la structure est très importante, enfin c'est le contenu qui est décisif, surtout la volonté. Hein. Le dialogue social, vous pouvez avoir la meilleure des structures, s'il n'y a pas de volonté d'aboutir, de toute façon, la structure, vous vous asseoir dessus. Bon, moi, je n'ai pas l'illusion que miraculeusement, tout d'un coup, le dialogue social va s'épanouir en entreprise, parce que ci, parce que ça. Si on n'a pas la volonté, si le patronat, dans un certain nombre d'entreprises, considère que le dialogue social, c'est quand même un truc obligé qui emmerde tout le monde et qui ne sert à rien, il faut s'en passer, bah, c'est comme ça. Et si on a la même position du côté syndical, la meilleure des structures ne changera rien. Par contre, on était plutôt, nous, sur chercher de l'efficace et de l'opérationnel, et on était prêt à troquer, je le dis, sans problème, j'assume le terme, à troquer un peu moins pour un peu mieux. Hein, c'est-à-dire un peu moins en instance, en nombre de candidats à trouver, de postes à assumer, de mandats à assumer, pour mieux les assumer, à condition qu'on ne perde pas, bien évidemment, les fonctions. Et ce qui me permet de répondre sur la question du CHSCT. Nous, ce qui nous intéressait, ce n'est pas le terme CHSCT, c'est la fonction du CHSCT. Et on sait tous, enfin, toutes les groupes, on est assez unanime là-dessus, on a vu comment la question des conditions de travail est une question centrale aujourd'hui, et comment on a besoin de les traiter de façon spécifique, mais qui dit traiter de façon spécifique ne rime pas forcément avec une instance spécifique. Voilà. Au demeurant, j'évoquais la CES, enfin, franchement, quand on discute avec nos camarades belges ou allemands, je n'ai pas l'impression qu'il y a moins de dialogue social que chez nous, qu'ils défendent moins bien les intérêts des salariés de leur pays que nous. Il y a des structures de représentation du personnel qui ne sont pas les mêmes. Alors, j'espère que ça ne va pas être retenu contre moi, parce que c'est un terme du MEDEF. Le MEDEF a utilisé le terme de conseil d'entreprise dans les négociations qui ont échoué. Bon. Enfin, quand vous en parlez avec le DGP, ils travaillent dans des conseils d'entreprise. Hein, c'est comme ça qu'ils appellent un instance de représentation du personnel. Bon. Donc, nous, on essaie plutôt de troquer, enfin, je troque le concret plutôt que le formel. Voilà. Sans négliger le formel, hein, entendons-nous, il y a des points d'appui, enfin, la démocratie, il faut du formalisme comme point d'appui. Mais se gargariser du formalisme aboutit à vider complètement le dialogue social de son sens. Voilà. Sur les parcours syndicaux, bon, on fait partie de ceux qui poussions beaucoup, et d'ailleurs, moi, ce qui m'a mis très en colère, derrière un certain nombre d'attitudes sur cette négociation qui ont échoué, c'est qu'il y avait tous ces termes, ces machins, etc. Il y avait quand même le gros sujet des parcours syndicaux. Et ça, c'est quelque chose d'incontournable. Dans une des raisons qui explique quand même les déserts syndicaux, c'est aussi la difficulté
du militantisme syndical à un certain nombre d'entreprises. Alors, il y a encore en France des endroits où c'est le Moyen-Âge, il y a des endroits où il y a de la répression antisyndicale, ça existe malheureusement, voilà, et pas simplement de façon épisodique, donc ça existe encore. Bon. Et puis il y a quand même, en dehors de ça, les évolutions des sauts de génération, et on voit bien la grande difficulté que nous avons, que le syndicalisme a, pas que nous. La CFDT a tenté autour du 1er mai de faire une opération de direction des jeunes, c'est très bien. Elle a réussi un peu. Mais qui que ce soit l'aurait fait, elle a le mérite d'essayer de le faire. Tout le monde essaie de le faire, nous aussi. Bon. Mais il faut se pencher sur ces questions-là. Bon, voilà. Vous n'y pouvez rien. Si entrer en syndicalisme, c'est entrer au monastère, faire un trait sur une partie de sa vie privée, une partie de son parcours professionnel, comme élément d'attraction pour les jeunes, c'est quand même un truc extrêmement réussi. Voilà. Donc il fallait absolument qu'on soit en capacité de valoriser ces parcours syndicaux, de les sortir quand même en partie de la discrimination, parce que dans les faits c'est ça. Alors discrimination parfois, j'allais dire, de système. Quand vous êtes permanent syndical et que vous n'êtes plus sur votre poste de travail, comment est-ce que vous évoluez? Donc il y a des entreprises où il y a des choses objectives, entre guillemets, on les perd un peu des écrans radars. Bon, il y a des endroits où on ne les perd pas des écrans radars, on les a bien repérés, on les cantonne encore un peu plus parfois. Bon. Donc il fallait qu'on progresse là-dessus. Et dans la loi Rebsamen, je trouve que c'est un peu léger. Et nous, on a proposé d'ailleurs aux députés de muscler un peu cette chose-là et de rajouter en particulier quelque chose. Ce qui est dans la loi, ça concerne les questions salariales, c'est très important. Bon. Nous, on souhaiterait qu'on intègre un peu plus le fait qu'un parcours syndical est générateur de qualifications, et de qualifications qui sont utilisables, de compétences qui sont transverses et qui peuvent être utilisables dans un parcours professionnel. Quand on dirige une organisation syndicale, quand on représente des salariés, quand on a étudié des plans de licenciement parfois, quand on a négocié la GPEC, quand on a ci, quand on a ça, etc., on acquiert des compétences qui ne sont pas transférables, comme des RH de demeurant parfois d'ailleurs. On acquiert des notions de stratégie. La stratégie, c'est valable partout, en syndicalisme, en politique, dans le commerce, dans l'industrie, dans tous les secteurs. Donc nous, on a proposé d'essayer d'avancer un peu plus là-dessus. Ouais. Et je dis, moi, que c'est stratégique si on veut renouveler les générations syndicales. C'est vraiment stratégique, parce que la moyenne d'âge, quand même, reste, dans toutes les organisations syndicales, élevée. À notre congrès, on était plus dans les quinquas que dans les gens qui avaient 20 ans. Et de ce point de vue-là, nous ressemblions à tous les autres. Donc, malheureusement, voilà. Sur les regroupements, infoconsultes, etc., les négos, on y était favorable, c'était dans nos mandats. Là aussi, avec la même optique. La même optique, c'est-à-dire l'efficacité. À un moment donné, on a dressé toute une liste. Bon, voilà. Et franchement, quand vous en discutez avec celles et ceux qui y sont confrontés, bon, c'est un peu comme les pilotes d'avion, hein. Il y a la checklist, il faut tout repérer, etc. Tout est important. Parfois, on a tendance, comme on est en France, à en rajouter un peu sur la liste, des fois qu'elle ne soit pas complète. Bon, voilà. Bon, à un moment donné, il fallait arrêter, je pense. Et nous, on était très favorables, c'était dans notre indication, à ce principe de regroupement. Mais encore une fois, regroupement ne veut pas dire perte. Attention. Hein. On souhaite par exemple que les négociations salariales, ça fait aussi partie des choses qu'on a mis en avant vis-à-vis des députés, on souhaite qu'on puisse conserver sur un certain nombre de sujets un caractère d'annualité. Hein. Je pense aux négociations salariales, ça en fait partie de ce qu'on a demandé. Donc on n'est pas pour rentrer là-dedans de façon aveugle, mais très franchement, plus d'opérationnalité, ça ne fait de mal à personne et ça ne fait certainement pas aux organisations syndicales, en tout cas c'est notre point de vue. Voilà. Sur la hiérarchie des normes, merci de cette question facile, sur laquelle nous sommes en train tous de travailler, puisque la mission Combrexel s'est mise en place. Son premier acte a été d'adresser un questionnaire à toutes les organisations concernées. Donc nous l'avons reçu comme tous les autres, voilà.
Et c'est toujours intéressant finalement ces questions-là, parce que les questions ne sont pas forcément les bonnes d'ailleurs, mais bon, peu importe. Mais ça a un mérite au moins, c'est que une fois que vous avez dégagé en touche, parce que c'est une question difficile, il faut bien quand même vous la coltiner. Bon, voilà. Alors, nous à l'UNSA, on ne craint pas le principe de la négociation d'entreprise. Voilà. Bon. Il y a une théorie quand même, autour duquel c'est beaucoup conçu le syndicalisme français, qui est une théorie de l'inégalité permanente et constante de la situation des salariés vis-à-vis des entrepreneurs, vis-à-vis des patrons. Bon. C'est vrai que le contrat de travail est un contrat dans lequel il n'y a pas de lien d'égalité, il y a une subordination, c'est toujours vrai, pas simplement juridiquement, mais aussi pratiquement, donc ça c'est vrai, sauf que l'idée selon laquelle, au fond, pour protéger les salariés, il faudrait surtout nationaliser et étatiser, qui a largement irrigué quand même l'histoire du mouvement ouvrier français, nous paraît une idée assez largement dépassée. Alors quand je dis ça, entendons-nous, nous dans notre idée, il y a toujours besoin d'une hiérarchie, il y a un ordre social qui doit exister, qui relève de la loi, du code du travail, voilà. On peut discuter du code du travail, on peut discuter de tout ce qu'on veut, d'ailleurs il passe son temps à évoluer, le code du travail, au demeurant, plutôt à s'allonger d'ailleurs qu'à se raccourcir parfois. Bon. Enfin, voilà. Donc, on a toujours besoin d'un ordre social général, on a besoin d'une régulation, et moi je pense que c'est ça la question clé, c'est autour de ça qu'on aborde. Et je le dis parce que je pense que ce n'est pas qu'une question d'intérêt des salariés. Et je trouve que les entreprises gagneraient à réfléchir au fait que pour un certain nombre d'entre elles, elles ont besoin d'une régulation de leurs relations et que la question sociale intervient comme un élément de cette régulation. Regardez les difficultés qu'on a en Europe, on est en train de sortir sur le secteur des abattoirs avec la concurrence inégale faite par les abattoirs allemands liés au niveau salarial qui existait plus exactement, parce qu'il n'y avait pas de normes, pas de couverture collective. On voit comment, à un moment donné, le low-cost social devient un élément de dérégulation qui fait qu'on ne peut plus lutter. Là, je parlais de l'Allemagne et de la France, et vous pouvez faire exactement la même chose dans un certain nombre de secteurs d'activité professionnelle, entre la petite entreprise et la grosse entreprise. S'il n'y a pas ce type de régulation-là, c'est une des questions qui est posée d'ailleurs par le travail du dimanche. Un certain nombre de contraintes liées au travail du dimanche sont avalables par un certain nombre d'entreprises, selon leur taille, et sont rédhibitoires pour des petites entreprises. Et ces réalités-là, il faut les regarder. Donc ça plaide pour que les questions sociales et d'organisation du travail, de régulation du travail, soient intégrées aussi comme un élément de la régulation économique, qui est indispensable. Voilà. Donc, nous, on ne fuit pas cette idée de la négociation d'entreprise, on la pratique d'ailleurs. On n'est pas au garde à vous de la hiérarchie des normes en disant blablabla, et rien ne doit bouger par rapport à ça, et surtout, blindons tout ce qui vient d'en haut, central et si possible de la part de l'État. Ce n'est pas notre option à nous. Bon. Mais il faut qu'on trouve cet équilibre qui fait qu'à un moment donné, on parle du concret. Le concret, c'est qu'il y a des choses qui se passent dans l'entreprise avec des spécificités qu'on doit pouvoir les traiter dans un cadre négocié. Mais le concret, il faut reconnaître, parce que c'est vrai, que les rapports de force sont inégaux entre entreprises. Voilà. Inégaux, y compris du point de vue de la capacité des organisations syndicales et des militants syndicaux à assumer les mandats. Ça, c'est une réalité. D'où l'intérêt de renforcer d'ailleurs le volet formation des militantes et militants syndicaux. C'est indispensable. Et on fait attention à un truc, c'est que quand on met la barre très haut, et on a mis la barre très haut, la LSE par exemple, nous on a soutenu quelque chose qui nous paraît fondamental dans la LSE, c'est essayer de nous donner la possibilité en tant qu'organisation syndicale pour défendre les salariés d'intervenir en amont sur les questions de stratégie d'entreprise. C'est une avancée décisive. Bon. Nous, on l'a revendiquée. Bon. Elle est consignée dans la LSE. Sauf que il faut être à la hauteur de ce qu'on demande. Et intervenir syndicalement sur les questions de stratégie économique, d'analyse de marché, d'analyse technologique, etc., etc., quand vous êtes un délégué ou une déléguée syndicale, vous êtes d'abord, je ne sais pas, cariste, vous êtes agent de caisse,
vous êtes technicien, vous êtes etc., vous n'êtes pas économiste, vous n'êtes pas sociologue, vous êtes... Bon, voilà. Donc, il faut affronter ces réalités-là, et nous, notre option, c'est de matiner cette réflexion de réalité quand même, de ce que les partenaires sociaux sont en état de faire réellement. Mais notre vision n'est pas qu'il y aurait sans arrêt un pot de fer contre un pot de terre. On pense qu'il faut se sortir de cette vision-là, mais pas tomber non plus dans une espèce d'idéalisme qui ferait que, miraculeusement, il suffirait de réguler les choses et que tout d'un coup, les négociations harmonieuses se dérouleraient, on écouterait les arguments des uns et des autres et que les rapports de force n'existeraient jamais. Voilà. Donc on essaie d'avoir cette démarche un peu pragmatique. Je ne cache pas que c'est un sujet explosif, mais tout le monde l'avait compris. Voilà. On est en train d'y travailler, nous, en interne, et pour être très transparent, nous allons commencer nous allons y associer bien évidemment nos fédérations, nos syndicats, de façon à essayer de faire en sorte qu'on ne sorte pas une théorie bien pensée venant de gens qui ont le cul posé dans une chaise, mais qu'on essaie de le confronter au pragmatisme de celles et ceux qui sont dans la relation sociale, directement aussi dans l'entreprise. Je dis ça sans basisme, hein, mais il faut qu'on fasse attention de faire en sorte d'avoir des dispositifs qui soient adaptés et donc fonctionnels. Sur les retraites, alors, enfin un sujet facile. Je pense qu'on est au cœur autour des questions de retraite, des questions plus générales, hein, de protection sociale. Nous, on ne fait pas partie de celles et ceux qui pensent qu'il faudrait se cacher derrière son petit doigt. Bon. Nos systèmes de retraite, comme tout notre système de protection sociale, est percuté évidemment par la question de l'emploi, en l'occurrence du chômage, exactement, du non-emploi, c'est clair, est percuté par les questions d'évolution démographique, c'est clair, voilà. Et on ne peut pas faire comme si tout ça n'existait pas, comme si c'était simple, comme il fallait l'ignorer. Donc on a toujours fait partie, nous on sent comme ça, des organisations qui disions on ne peut pas continuer à avoir un système dont on n'ajuste pas en fonction des évolutions qu'on constate aujourd'hui. Il faut y intégrer, parce que c'est une donnée très importante, le fait que le principe politique fort qui est derrière tout ça, qui est une conception de société, c'est en l'occurrence les solidarités de génération. Ces principes-là sont des principes très importants, très forts, mais les principes ne valent que s'ils ont toujours une adhésion sociale. Bon. Alors, en général, on y adhère quand on est à un âge où on profite, après y avoir contribué de la retraite, mais l'idée selon laquelle les nouvelles générations imbibées de ce principe ne se poseraient pas la question de savoir si ça vaut vraiment le coup de continuer à payer de plus en plus pour une retraite qu'on n'aura pas, il faut affronter cette question. Donc il faut véritablement l'affronter parce que derrière, en dehors des questions techniques, il y a des questions du type de société dans laquelle on vit. C'est pour ça qu'il faut l'aborder, nous, partenaires sociaux, mais que c'est un choix politique et qu'on a besoin, contrairement à ce qu'on dit d'ailleurs, aux âneries qu'on entend parfois, en matière de protection sociale. Il n'y a plus beaucoup de gestion paritaire en matière de protection sociale, hein, voilà, à part l'UNEDIC. Et encore, de plus en plus, l'UNEDIC se tourne vers les pouvoirs publics, hein, et heureusement d'ailleurs, c'est un peu le sujet. Bon, voilà. Et si on l'assumait, cette question-là, et si on disait que, par exemple, dans les négociations, les discussions qui doivent avoir lieu sur les questions de retraite, on a besoin de ce pluripartisme, des partenaires sociaux, bien sûr, de l'État, évidemment, et on a besoin de procéder par la loi, comme ça a été fait jusqu'à présent, parce que c'est le mode de régulation. Voilà. Alors, il faut qu'on regarde après, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les... Enfin, encore une fois, c'est pas les acquis sur le papier, quoi. Le bel acquis sur le papier qui se traduit par le fait que les retraites chutent, qu'on n'arrive plus à les verser, bon, on peut être très satisfait que ça ait été écrit, je ne suis pas sûr que ça satisfasse les retraités et les futurs retraités. Bon. Donc, j'évoque ça sur les négociations extrêmement difficiles qui sont en train de se mener sur les caisses de retraite complémentaires. Bon. Moi, je trouve qu'il y a une certaine responsabilité de tout le monde aujourd'hui. Là, nous le suivons de l'extérieur, donc je vais m'éviter de distribuer les bons et les mauvais points, mais je trouve qu'il y a une grande responsabilité aujourd'hui et que tous ces débats doivent forcément passer, la méthode est bonne, par le fameux diagnostic partagé, appelez-le comme vous voulez. Voilà. Il y a un problème de déséquilibre financier pas tant évident, il est tellement évident d'ailleurs que sans exagérer, ce qui est constaté et qui est vérifié, c'est qu'on n'a pas 15 ans devant nous, donc voilà,
Donc là, il faut le traiter sous l'urgence. Comment est-ce qu'on élargit l'assiette qui peut permettre effectivement de garantir un complémentaire à un niveau conséquent? C'est ça le débat quand même. Voilà, c'est ça le débat. Alors, après, moi, ce qui me frappe beaucoup sur les questions de retraite, c'est que dès lors qu'on est dans un système par répartition, il y a d'autres systèmes possibles, hein, la capitalisation, etc. Je pense en France, très honnêtement, que, on verra sur un plan politique, enfin, personne jusqu'à présent n'a franchi le pas de remettre en cause le système par répartition. Personne, quelle que soit la majorité politique, jusqu'à présent, on verra, ça peut peut-être évoluer. Bon. Il faudrait arrêter de dramatiser ces questions-là. Et je trouve que dans la loi Touraine, nous on avait beaucoup insisté là-dessus, il y a une mesure qui est passée un peu inaperçue, qui est le fameux instance de pilotage. Moi je dis souvent que les retraites, c'est comme quand on conduit une voiture, quoi. Quand on conduit une voiture, vous avez des instruments de conduite de la voiture. Hein. Vous jouez sur l'accélération, vous jouez sur le frein, vous jouez sur la boîte de vitesse, et vous adaptez en fonction du terrain. Donc, le fait que vous rétrogradiez pour entamer une courbe et que ça va vous faire un peu ralentir, ne signifie pas que vous avez changé le moteur de la voiture. Hein. Vous réglez en fonction de la réalité du terrain. Bon. Dans le système de retraite par répartition tel qu'on le connaît en France aujourd'hui, c'est exactement la même question. La réalité du terrain est différente. Comment est-ce qu'on régule? Comment est-ce qu'on joue sur les différents leviers qu'on connaît, hein, parce que quand même, à force de tourner la question, tout le monde a à peu près compris, les différents leviers. Comment est-ce qu'on joue sur les différents leviers pour faire en sorte de garantir un niveau de revenu de remplacement qui soit un revenu décent? Et le vrai débat est autour de ça. C'est autour de ça que ça se passe. C'est-à-dire que l'entrée n'est pas... Enfin, aujourd'hui, me semble-t-il, le système de retraite par répartition, enfin, certains le remettent frontalement en cause. Donc, si c'était une remise en cause sérieuse, on serait mobilisé contre. Mais j'observe que personne n'ose le dire et le faire aujourd'hui. Après la crise, quand même, la capitalisation, pour celles et ceux qui ont parlé, les exemples d'effondrement qu'on a connus il y a quelques années, on le voit un peu moins ressortir. Bon. Mais il faudrait qu'on soit en situation peut-être de dire, c'est cette question du niveau des revenus d'emplacement de la gestion décisive. C'est ça l'entrée. Et à partir d'un niveau de remplacement qui est l'objectif, comment est-ce qu'on joue sur les différents leviers? Et là, il y a évidemment des questions concrètes, la durée d'activité, le niveau des cotisations, etc. etc. Enfin, c'est tous ces leviers qu'on connaît par cœur. Hein. Donc, voilà. Et qui ne sont pas différents d'ailleurs sur la question des retraites des retraites complémentaires. Je fais observer d'ailleurs que le débat sur les retraites par points, que j'ai entendu ça, il paraît que c'est un miracle. D'abord, les retraites par points ou pas par points, enfin, c'est le même système. C'est la répartition. Hein. C'est une variante dans la répartition. Et dans l'exemple des retraites complémentaires, qui sont un système qui fonctionne par points, on voit bien que, quel que soit le système, quand on reste dans la répartition, il est percuté de la même façon, que ce soit par point ou pas par point, par les éléments démographiques, par les éléments du chômage, etc. etc. Voilà. Donc, la nature du système, répartition ou pas, ça c'est un débat de fond. La régulation du système et son organisation concrète dans le cadre de la répartition ne permet en aucun cas de régler les déséquilibres démographiques, les questions d'emploi, etc., etc., qui se reposent exactement à l'identique, et des fois qu'on n'aurait pas compris, quand on regarde la situation sur la retraite complémentaire, c'est exactement ce qui nous saute aux yeux. Voilà. Donc un peu plus de pragmatisme là-dessus, le fait de tenter d'assumer ça et de le dépassionner un peu quand même, si on pouvait s'éviter d'avoir tous les 3 ou 4 ans une loi qui est la réforme des retraites, dont la caractéristique c'est qu'elle précède une nouvelle loi qui va lui suivre dans les 2, 3, 4 ans immédiatement. Nous, c'est ce qu'on espère, avec notamment... enfin, je trouve qu'il y a eu des avancées, je conclue là-dessus, excusez-moi. Je trouve que le corps, par exemple, qui a été mis en place, a été une excellente initiative, nous on le souhaitait. Il a beaucoup contribué, le corps, à asseoir le débat dans la sphère publique. Alors c'est un peu compliqué, parce que c'est très technique ces questions-là, mais quand même, je constate que petit à petit, il y a un certain nombre de questions dont les gens se sont emparés.
Les gens ne sont pas complètement imbéciles, les questions démographiques, les questions, etc., etc., les choses ont progressé. Donc, voilà. Et moi, je souhaiterais que, un peu comme dans la voiture, hein, on ait la possibilité, à partir de ce système, d'avoir la possibilité de le piloter sans passer tous les 2 ou 3 ou 4 ans par un psychodrame national qui passe par une loi, sauf si la loi doit changer radicalement le système. Là, c'est autre chose. Et s'il s'agit d'ajuster et de mettre 6 mois de plus, 0 et quelques pourcents de plus ou de moins, je ne dis pas que c'est neutre, mais il faudrait qu'on y arrive en dehors de ces psychodrames nationaux qu'on connaît régulièrement et qui nous amènent parfois d'ailleurs à descendre dans la rue. Pas toujours d'ailleurs, j'observe qu'entre les 2 lois de retraite, nous n'avons pas eu la même attitude, et une situation où on a pu discuter, l'autre on n'a pas pu. Donc c'est quand même plutôt la voie qui valide le dialogue social. Merci. Oui, on va prendre rapidement 2 3 questions parce qu'on a plein l'heure habituelle de. Donc, Michel Leblecourt, Isabelle Meillard. Oui, c'est 2 questions, 2 petites questions qui ne nécessitent pas des réponses longues. La première, je vais revenir sur l'adoption de la résolution congrès de ça, avec ce point précédent de 99 avec 99, 98. Est-ce que vous avez une idée, une évaluation du taux de lecture par les adhérents de la résolution de la congrès? Et deuxième question, vous avez participé au 1er mai avec la CGT, ce qui était un peu une première par rapport à d'autres scénarios des années antérieures. Est-ce que vous avez été la caution réformiste du syndicalisme protestataire ce jour-là? Est-ce que vous en tirez un bilan positif ou est-ce que vous avez l'impression d'avoir été roulé dans la farine? Denis Maillard, Technologia. Ma question va poursuivre celle de Michel. Vous avez dit deux choses qui ne sont pas contradictoires, mais néanmoins qui posent question. D'un côté, vous avez dit il y a effectivement une répartition entre réformistes et contestataires, ce que vient de dire Michel. Et puis, de l'autre côté, vous avez insisté sur le développement de l'UNSA. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, à l'intérieur d'un pôle réformiste, sur des discussions de rapprochement, de coordination, notamment avec la CLD? Ok, je propose qu'on s'en tienne là pour respecter un sujet complémentaire intéressant. Réponse courte garantie. L'UNSA ne fait pas mieux en matière de résolution que nos petits camarades n'ont pas trouvé quand même la solution miracle. J'observe d'ailleurs qu'il n'y a pas dans les syndicats que malheureusement les résolutions qui sont quand même assez indigestes, il y a quand même peu de dessins et de photos, sont rarement quand même en compétition pour le long cours. Enfin, c'est la nature même de ce genre d'exercice. Moi, j'ai toujours assumé, alors quand je dis que j'ai toujours assumé, moi c'est un discours que je tiens à l'extérieur comme à l'intérieur de l'UNSA. À un moment donné, on a tous, dans toutes les organisations, UNSA comprises, une difficulté sur comment est-ce qu'on fait en sorte que les débats, qui sont les débats ouverts aux adhérents parce qu'ils concernent leur organisation, comment est-ce qu'ils peuvent s'en emparer, comment est-ce qu'on peut effectivement faire en sorte qu'ils puissent les trancher. Bon. Ça, c'est un problème démocratique général d'ailleurs. Très honnêtement, le projet de résolution, quand nous l'avons écrit, alors qui l'écrit dans l'UNSA, c'est le secrétaire national sortant qui écrit le projet de résolution. Bon. Il le soumet ensuite, et il le soumet au débat des congrès départementaux et régionaux, et nous, notre entrée est une entrée par amendement. Nous avons traité plusieurs centaines d'amendements, remontant de nos congrès départementaux régionaux, et remontant aussi, si votre entrée, puisqu'on est interpro, de nos fédérations et syndicats. Il y a les deux côtés, comme dans toutes les organisations interpro. Bon. Qui a fait ces amendements? Essentiellement les militants les plus investis. Voilà. Bon. Donc, dire que cette résolution a été lue et est imprégnée par le moindre adhérent lambda de l'UNSA, c'est évidemment mentir. Donc, la réalité, c'est quoi? C'est que même le Congrès national, et les 1200 délégués qui y sont venus. Je n'ai pas fait l'évaluation, j'en sais rien, mais à mon avis, une très forte minorité l'avait sans doute lu. Ce qui veut dire qu'une très forte majorité l'avait pas lu ou l'avait parcouru. Je pense que c'est plutôt ça la réalité. Puisque
ce que je dis doit être valable dans toutes les organisations syndicales d'ailleurs, quelle que soit leur cible. Moi, mon objectif pour ces choses-là, c'est de faire en sorte que le congrès, ce soit le moment où, véritablement, on se plonge dans cette question-là. Et on a un problème au niveau des organisations interprofessionnelles, qui n'est pas le problème de l'UNSA d'ailleurs. Très franchement, vous savez, la CGT, la CFDT, quelle que soit le cible, la première activité quand même des militants syndicaux, c'est sur leur lieu de travail. Et ils voient beaucoup, comme tout le monde, midi à leur porte, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à voir, s'ils connaissent le mieux, la réalité, les difficultés des uns des autres, etc. Il y a une réforme du collège qui a déclenché quelques soubresauts, dont nous ne faisions pas partie en tant qu'UNSA, parce que nous avons clairement pris position sur cette question-là, plutôt en faveur de la réforme du collège, d'ailleurs, nous réclamons depuis longtemps. Bon. Mais dans ce qui anime celles et ceux qui sont les acteurs de l'éducation, les profs, une bonne partie voient midi à leur porte, professionnellement parlant, et à travers leur établissement, leur parcours et leur histoire. C'est pas anormal, c'est humain. Le seul problème, c'est que les enjeux dépassent un peu leur propre histoire, leur propre appréhension professionnelle. Bon. Donc voilà. Donc moi, je ne cache pas ça. Très honnêtement, dans le congrès, nous avions mis en place des ateliers de travail, voilà, dont le but était de faire en sorte que, pour le coup, ça contraigne, passez-moi l'expression, les délégués à rentrer dans le détail. Et notre système d'entrée par amendement fait qu'on est obligé de rentrer dans le détail du truc. Et on avait innové, tenté d'innover, c'est-à-dire que les ateliers par thème, hein, par bout de résolution, ou par thème de résolution, dans tous ces ateliers, on avait conçu des espèces de panneaux, de diapos qu'on projetait, par exemple sur les retraites. On avait fait l'effort de donner quelques éléments situant au moins factuellement le sujet. Parce que je peux penser à ma retraite, j'y pense de temps en temps, elle viendra, je l'espère. Bon. Mais enfin, mon cas personnel ne me permettra pas d'arbitrer des débats qui sont des débats beaucoup plus globaux, et j'ai besoin, comme n'importe qui, d'avoir la pensée plus globale. Donc nous avons fait un effort pédagogique. Voilà. Je le dis parce que je pense que nous devons être une des seules organisations syndicales à avoir tenté de le faire, parce que comme je suis invité au congrès des autres, j'y assiste avec beaucoup d'intérêt, notamment beaucoup d'intérêt, pas simplement pour savoir quels sont les débats, mais comment ils se démerdent avec ça, comment est-ce qu'on organise ces choses-là, que les gens y participent. Sur le premier mec de la CGT, quel bilan? Bon. Moi, je ne pense pas qu'on ait été roulé dans la farine. Bon. On a tenté, c'est à l'occasion du congrès que j'ai lancé cet appel, de se dire, le 1er mai, qui est quand même la traditionnelle journée internationale de solidarité des travailleurs, donc sur des thèmes très généraux quand même, qui se tiennent dans le monde entier, est-ce que le 1er 2015, alors que le Front National est devenu le premier parti de France, qui frappe à la porte du pouvoir, est-ce qu'on ne serait pas capable quand même, nous les organisations syndicales, de dépasser un peu nos comptes à soi et de porter en règle générale les revendications générales qu'on porte pour le 1er mai sur la défense des salariés, et en mettant en avant, parce qu'on avait manifesté ensemble le 11 janvier d'ailleurs, hein, quand même notre attachement aux valeurs démocratiques qui organisent notre pays, plutôt que la discrimination, la sortie de l'Europe, machin, etc. Donc, voilà. C'était ça ma tentative. Bon. Un certain nombre m'ont répondu, d'autres pas, moi je le déplore, et nous avons abouti, mais c'est au courant, à une plateforme d'appel au 1er mai. La plateforme n'était pas une plateforme de la CGT, ce n'était pas une plateforme de la FSU, ce n'était pas une plateforme de Solidaire, ce n'était pas une plateforme de l'UNSA, c'est une plateforme de compromis qui se situait exactement sur cet axe, qui était l'axe auquel on pouvait se rencontrer. Bon, voilà. Alors, là où la plateforme a été respectée, on a été avec, mais dans les 2 tiers des départements en France, les organisations signataires de la plateforme ne l'ont pas respectée. Ce qui en dit long d'ailleurs sur leur état interne quand même. Donc nous, à partir du moment où ce n'était pas respecté, comme on ne voulait pas être dans la farine, malheureusement, on s'en est retiré. Et là où ça a été respecté, on a tenu notre part, voilà, une part de compromis, pour tenter quand même de saisir cette question quand même, d'essayer de montrer que le syndicalisme n'était pas tout le temps dans la division permanente, d'en dire du mal des uns des autres, était capable, quand il y a quand même des choses un peu importantes de principe, de se transcender, d'aller un peu au-delà.
fais juste observer quelque chose, c'est qu'il y a une intersyndicale qui continue à fonctionner sur les suites du 11 janvier, qui réunit toutes les organisations syndicales, sauf Force ouvrière qui n'a pas voulu s'y associer. C'est peu connu, parce qu'elle ne fait pas de bruit, nous n'avons pas voulu le rendre public. Nous travaillons depuis la fin janvier, nous avons eu plusieurs réunions, et nous sommes dans la phase où je pense qu'on va aboutir, c'est que nous avons abouti à un texte qui a essayé d'aborder de façon extrêmement ouverte, et on verra le résultat, mais moi que je juge très intéressant, et avec vraiment des questions de fond qui ont été abordées, les grandes questions dont on a bien vu qu'elles nous étaient renvoyées dans la figure en permanence, mais de façon particulièrement visible, pour des questions pour poser autour du 11 janvier. Comme quoi cette idée que peut-être le syndicalisme français, nonobstant ses diversités d'analyse et de sensibilité, peut peut-être essayer de se transcender un peu, quand des grandes questions de fond sont posées, n'est peut-être pas totalement une idée utopique. Nous en sommes à un texte qui est soumis à signature des organisations qui l'ont écrite. Donc voilà, signature officielle. J'espère que ça va aboutir. On sera fixé sans doute à la fin du mois. Voilà. Réformisme contestataire, pôle réformiste, etc. Bon. Mon mandat de congrès renouvelé, c'est de dire quoi? Le syndicalisme français est pluraliste. Et je ne crois pas, moi, puisque Bernard Thibault a lancé un débat le jour du 1er mai, moi, le syndicalisme unique en France, ça me fait doucement marrer, très sympathique, je pense que ça ne peut pas fonctionner en France. Nous sommes français, il y a un pluralisme politique, il y a un pluralisme syndical, et l'idée d'un grand syndicat qui nous réunirait quand on a des positions trop divergentes, ça ne fonctionnerait pas. Mais entre le pluralisme syndical et la dispersion syndicale, il y a quand même un problème. Donc, moi, j'ai un mandat de congrès qui consiste à dire essayons de contribuer, c'est pas la petite une seule qui arrive, de contribuer à ce que le syndicalisme se rassemble le plus largement possible quand c'est possible. C'est ce qu'on a tenté le 1er mai. Bon. Et puis quand c'est pas possible, et notamment ça devient rarement possible quand il faut pas simplement s'opposer à quelque chose, quand il faut porter quelque chose. Bon. Quand c'est pas possible, essayons de le faire avec celles et ceux qui sont plutôt sur cette ligne. Voilà. Et il se trouve qu'on se trouve plutôt d'accord entre réformistes quand on se pose la question de porter les revendications et d'apporter plutôt des solutions. Bon. Donc, c'est pas l'un contre l'autre. Mais là aussi, moi j'ai un souci d'efficacité. Voilà. Alors, fusion, pas fusion, machin, etc., c'était discuté dans notre congrès. Bon. Moi je pense que la fusion, on va tracer une croix dessus, soyons réalistes, c'est clair, net et précis. Il y a diverses organisations dans le camp réformiste, entre guillemets. Bon. Moi, j'essaie de faire en sorte qu'elles travaillent ensemble. Au niveau national interprofessionnel, nous réussissons à le faire assez régulièrement avec la CFDT, avec la CFTC, plus épisodiquement avec la CGC. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Alors, je vais le dire, parce que c'est un mystère terrible. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Moi, je pars du principe qui est assez simple. Ça m'intéresse de savoir quelles sont les analyses des uns et des autres sur les choses. Vous me direz que je les connais déjà. C'est vrai. Souvent, je sais à peu près ce qu'ils pensent. Mais plutôt que de me dire, voilà ce qu'ils pensent, je préfère qu'ils me le disent. Parce qu'il arrive que, connaissant tout le monde sur le bout du doigt, c'est pas exactement ce qu'ils pensent. Je préfère qu'ils me le disent. Deuxièmement, ce qui m'intéresse, c'est que sur la base de ce qu'ils pensent, ce qu'ils portent, ça me permet de voir ce sur quoi je suis d'accord, ce sur quoi on n'est pas d'accord. Voilà. Donc, et si on est d'accord sur quelque chose, quel est l'intérêt de surtout ne pas porter ensemble, ou de façon concordante, des choses qu'on partage? Moi, en termes d'efficacité, je n'en vois pas l'intérêt. Voilà. Donc c'est tout simplement ce qu'on essaie de faire. Et puis il y a une dernière chose très importante pour les responsables syndicaux, puisque nous représentons les organisations, c'est que moi, vous vous en doutez, comme tous les responsables, je prends la température de mon organisation. Quand je m'exprime, il y a des sujets où je m'exprime moi, et à chaque fois que je m'exprime, c'est mon organisation qui s'exprime. Donc j'essaie de faire en sorte de voir, hiérarchie des normes par exemple, de voir la température dans l'organisation. Jusqu'où ils sont prêts à aller, quelles sont les questions qui sont posées. Bon. Mais c'est la même chose dans les autres organisations. Alors moi, je n'ai pas besoin de trop qu'on m'explique quels sont les débats internes à l'UNSA, je les connais quand même un peu. Bon. Mais ça peut être utile que mes camarades des maisons d'en face, qui connaissent l'UNSA, et qui ne me connaissent pas forcément de l'intérieur comme moi, comprennent à un moment donné pourquoi je défends telle position au nom de l'UNSA,
pour quelles raisons internes je défends cette position. Et moi, ça m'est extrêmement utile de le savoir pour les autres organisations syndicales, parce que si on veut travailler ensemble, j'ai besoin de savoir, moi, jusqu'où on peut aller sur tel ou tel sujet. Quand j'ai essayé de bosser sur le 1er mai, c'était très important pour moi, Philippe Martinez sera là prochainement, de savoir, en interne à la CGT, pas simplement ce que pensait Philippe Martinez, c'est important que je le sache, mais ce que la direction de la CGT, représentée par Philippe Martinez, était prête à faire, et puis quand même derrière, dans quelle mesure il pouvait, au nom de la direction de la CGT, prendre une position à l'intérieur de la CGT. Un débat qui est un débat pas simple et une organisation qui est quand même qui a quelques débats internes parfois assez vifs. Bon, quand je constate d'ailleurs sur le 1er mai, alors, qui sont posés ou pas posés d'ailleurs. Bon, mais sur le 1er mai par exemple, on a quand même un texte national, les 2/3 des départements ne l'appliquent pas. Bon. Moi je le déplore, je n'en déduis rien, mais si j'étais à la tête d'une organisation dont les 2/3 des départements n'appliquaient pas le texte national, je me dirais, soit le texte national, je n'aurais pas dû le signer, soit j'ai eu raison de le signer, et j'ai un travail à faire de conviction pour essayer de faire en sorte d'avoir une organisation un peu nationale sur un sujet national. Quoi. Voilà. Bon. Voilà, donc moi c'est un constat, mais je parle de la CGT, mais je parle des autres aussi, hein, c'est le même sujet, parce que la FSU n'a pas pu se respecter ou solidaire encore moins d'ailleurs, donc c'est quand même un problème général du syndicalisme français d'ailleurs, d'être en capacité non pas de marcher à pas cadencer, c'est complètement idiot, mais d'avoir quand même un peu de cohérence, de cohésion et donc d'efficacité pour s'engager, parce que je pense que la situation dans laquelle on est, on a besoin de s'engager. Donc voilà, j'ai terminé. Fusion, non, c'est absurde. Coopération, quand c'est possible, oui, dans un objectif très simple, qui est un objectif d'efficacité. Voilà. Et je trouve sur la loi Rebsamen, je crois que toutes les organisations syndicales ont toutes dit que l'idée que les suppléants soient interdits de siéger, d'assister, pas de prendre la parole, pas de voter, dans les IRP, est un élément qui allait faire reculer le syndicalisme. Bon, franchement, puisqu'on le dit tous, si on avait été en capacité de le dire d'une seule voix, par exemple, moi j'ai tendance à penser que ça aurait été plus efficace. J'espère que le message va passer. Mais voilà, moi j'ai un souci de pragmatisme et d'efficacité, c'est un truc qui m'obsède. Ça ne m'intéresse pas de porter des idées, si ces idées, on ne cherche pas aussi la façon de les faire rentrer dans le réel. Et franchement, vu l'état du syndicalisme français, on s'honorerait à tenter de réussir ce genre d'opération sans toujours penser au fait que ça doit aboutir à l'absorption de l'une par l'autre, de l'un par l'autre, et faire comme si on n'avait pas d'histoire, il suffisait de claquer dans les doigts pour passer au-dessus de l'histoire des sensibilités.